Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le juge, la putain et le légionnaire, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Caroline de Kergariou, réalisée par Pascal II. Juge d'instruction à Marseille depuis 1974, Pierre Michel est connu pour avoir bouclé l'instruction de l'affaire Christian Ranucci, condamné pour le meurtre de la petite Marie Dolores, guillotinée le 28 juillet 1976, et pour avoir bouclé également le dossier de la tuerie du bar du téléphone le 3 octobre 1978, en pleine guerre des gangs à Marseille. Il y avait eu 10 morts. Le juge Michel consacre le plus clair de sa vie professionnelle à combattre le trafic de stupéfiants, dont la cité phocéenne est toujours une plaque tournante en 1977. Les voyous, les bandits et les gros bonnets de la drogue se croient intouchables. Cette époque est celle des héritiers de la French Connection et autres barons de la Blanche qui faisaient les rues de Marseille, la plaque tournante en effet de toutes les combines, de tous les trafics. Pendant 7 ans, le magistrat va leur mener une guerre sans merci sur leur terre, avec ses méthodes, celles d'un juge qui n'avait pas peur, aussi incorruptible que déterminé, seul l'idéal de justice devait l'emporter. Pendant ces années, Pierre Michel est amené à traiter des affaires considérées comme mineures à l'époque, le proxénétisme par exemple. Soupçonné de diriger un réseau de prostitution couvrant une vaste zone depuis Marseille jusqu'à la Belgique, un ancien du gang des Lyonnais, Jean-François Marchetti, est arrêté à l'Île-sur-Sorgue en novembre 1976 et l'enquête sur ce réseau de prostitution conduit le juge Michel vers des découvertes surprenantes mêlant les voyous et l'armée française. Fait exceptionnel, l'une des prostituées est prête à parler. Le juge s'empresse de l'entendre. Noël, la prostituée, raconte comment Marchetti, le souteneur, la met sur le trottoir, puis la punit, la bat, parce qu'elle ne travaille pas assez, plus de 60 passes par jour, pourtant. Enfin, Noël raconte que ses souteneurs décident de la punir vraiment, comme ils disent, et l'envoient alors dans un endroit encore pire, précise-t-elle, le pouf de Calvi. Le magistrat et sa collaboratrice croient avoir mal entendu. Le pouf, oui, c'est le nom donné au bordel de la Légion étrangère installée sur la base corse. Alors, Noël raconte tout. Et ce qu'elle dit est pour le juge Michel totalement hallucinant. C'est cette histoire, précisément, cette enquête terrible que nous vous racontons dans la fiction aujourd'hui. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Alex Panzani, journaliste et ami du juge Pierre Michel. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le juge, la putain et le légionnaire, de Caroline de Kergariou. Réalisation, Pascal II. Marseille, bureau du palais de justice, janvier 1977. Alors, Noël Serre naît à Plombières, près de Dijon, en 1900... Bien, récapitulons, mademoiselle Serre, si vous le voulez bien. Vous êtes donc d'accord pour témoigner contre monsieur Jean-François Marchetti, votre souteneur ? Oui, monsieur le juge. Je vais témoigner contre lui. Comme ça, il ferait plus de mal à personne. Si je comprends bien, vous l'avez rencontré dans le cadre de votre travail. J'étais serveuse dans un bar à Chalon-sur-Saône. J'étais jeune. Jean-François, il arrive avec sa belle gueule et ses yeux de velours. C'est un charmeur, Jean-François. Il sait y faire avec les femmes. J'ai cru que c'était l'amour. Vous avez vraiment cru que c'était de l'amour ? Un voyou comme Marchetti ? Mais pourquoi j'y aurais pas cru ? Je suis pas plus vilaine qu'une autre. Mais lui, il avait qu'un truc en tête depuis le début. Me mettre sur le trottoir. Sauf que je me suis pas laissé faire. Alors ils m'ont battu, et violé, et encore battu, pendant des jours et des jours. Avec l'autre là, Bruno le Corse. À la fin, évidemment, je me suis retrouvée à faire le tapin. Sauf que je rapportais pas assez. Et puis j'étais rebelle, il disait. Alors, il a décidé de me punir. Continuez, mademoiselle, continuez. Comment vous a-t-il puni ? Je me suis retrouvée à Mons, en Belgique. Vous savez, là-bas, ils ont des vitrines comme chez le boucher. Alors le client, il peut détailler la marchandise. On n'avait pas grand-chose sur le dos, de toute manière, derrière cette vitre.
Alors, c'est presque comme s'il pouvait nous tâter. Presque. Nous tâter presque? Et après cette punition, Marchetti vous a fait venir à Marseille, c'est ça? Et j'étais tombée malade. Il fallait qu'on m'opère. Les ovaires. On me les a enlevés. Les médecins, ils m'ont bien dit qu'il fallait que je me repose, sinon je guérirais pas, mais pour Jean-François, il n'en était pas question. Je rapportais rien d'après lui. Je faisais que coûter de l'argent, en fait. Faut repartir au turbin, il m'a dit. Sauf que là, moi, je pouvais plus. Mademoiselle Serre. Mademoiselle Serre. Il m'a dit qu'il allait me punir pour le manque à gagner. Et vraiment me punir. Pas comme la dernière fois. Mons, c'était de la rigolade d'après lui. Il a dit que j'avais besoin de me faire dresser. Qu'il connaissait un endroit pire que ce que j'avais connu. Que là, on m'apprendrait à filer droit. Un endroit pire. Le pouf, monsieur le juge. Le pouf? Comment on écrit ça? Le pouf. De quoi parlez-vous? Le pouf de Calvi. Le bordel de la Légion. Le quoi? Vous connaissez pas? À Calvi, en tout cas, tout le monde sait ce que c'est, le pouf. La postière, les commerçants, les bons bourgeois. Même le maire, tiens. Le foyer culturel de la Légion, comme ils disent. Tu parles. Le bagne, ouais. 80 passes par jour, de 14h à minuit. Il avait raison, Jean-François. Il n'y a pas pire comme endroit. Mademoiselle Serre, vous êtes en train de me dire que vous avez travaillé dans une maison de passe située au milieu du camp de la Légion étrangère à Calvi? En plein milieu du camp Rafali. Pourquoi je vous mentirais? Vous n'avez qu'à demander à n'importe qui à Calvi, on vous dira. Oui, ça se passe dans le camp de la Légion. Il y a des sentinelles à toutes les entrées. J'ai bien essayé de me tailler une fois. Mais la sentinelle, elle m'a tout de suite barré la route avec sa mitraillette. Alors, j'ai pas insisté. Vous n'étiez pas libre de sortir du camp? On vous a menacé? Je vois bien que vous me croyez pas, monsieur le juge. Si j'étais à votre place, peut-être que je me croirais pas non plus. Tante Janine. Tante Janine? Tante Janine, c'est comme ça qu'on l'appelle, la taulière. C'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport à Bastia. Et après ça, j'ai plus jamais été libre de mes mouvements. Une fois au camp, il y a eu ce médecin militaire, il m'a fait passer la visite pour vérifier que j'avais rien. Puis ce bâtiment minable au milieu du camp, dont on pouvait pas s'échapper. Quel bâtiment minable? Le foyer. Le foyer culturel. C'est là qu'on recevait nos clients. Et vous ne sortiez jamais du camp? Une fois par semaine, pour aller à la poste. Fallait bien qu'on envoie les mandats à nos hommes. Mais enfin, jamais seul. Les sorties en ville, jamais. Sous le contrôle de Tante Janine, je suppose? Tante Janine. C'est jamais qu'une marionnette, tout comme nous. Tout est sous le contrôle de la Légion. C'est un médecin militaire qui nous fait passer la visite hebdomadaire. C'est un infirmier de la Légion qui nous examine avant chaque rapport. Et puis après, c'est un adjudant de la Légion qui consigne les passes dans un grand registre. Machin avec nono, telle durée. Truc avec nono, telle durée. Mes 80 passes par jour, l'adjudant, il les a toutes notées. Et avec qui je suis allée, et combien j'ai touché, toutes. On appelle ça un bon de saillie. Ils notent tous les militaires, vous savez. Ça, c'est vraiment l'administration. Et tout cela est consigné dans les registres du régiment? Ah oui, tout. Et le règlement, il s'effectue comment? Pas avec de l'argent, vous imaginez bien. Ils nous donnent des jetons. Des jetons de 7 francs. 5 jetons pour une passe, beaucoup plus pour une nuit. Et sur les 7 francs, Tante Janine en retient 2 pour le fonctionnement du foyer culturel. Tenez, tout est cadré à la Légion. Tante Janine, elle a même le titre de conseillère culturelle. Officiellement, je veux dire. Cette fois, c'est bon.
On va le faire tomber, ce fichu réseau Marchetti et compagnie. Une prostituée qui charge son Mac, ça impressionne toujours le tribunal. Qu'est-ce qu'il y a dû lui en faire baver pour qu'elle le balance comme ça? Et à mon avis, elle nous a pas tout dit, hein. Elle a peur, ça se sent. Je suis sûre qu'elle se planque. Il vaut mieux pour elle. Un réseau qui s'étend de Marseille à la Belgique? Vous imaginez un peu, carrément une multinationale? Comment on pourrait suivre, nous, les magistrats, avec les moyens qu'on nous donne? Déjà que dès qu'il faut passer une frontière, on nous met des bâtons dans les roues. Écoutez-moi bien, mademoiselle, il n'y a pas que le réseau de Marchetti qui va sauter, ça sûrement pas. Parce que j'en ai vu depuis que je suis en poste ici, hein, on peut dire que les Marseillais, bon, je parle pas de vous bien sûr, sont loin d'être des enfants de cœur, mais c'est le milieu. Alors que là, on parle de l'armée française. C'est sûr, on se sent protégé. Tenez, passez-moi le dossier là, s'il vous plaît. L'armée française qui couvre paternellement un gentil petit bordel personnel, en plein milieu d'un terrain militaire. Et elle s'imagine que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, j'en reviens pas. L'armée, ils ont le plus grand mépris pour les civils. C'est un monde à part. Eh bien, ils vont voir que la loi est la même pour tous. La grande muette, cette fois, il va falloir qu'elle retrouve sa langue. Marseille, parking souterrain, février 1977. Merci de me consacrer ton temps précieux. Je t'en prie, Pierre. Les amis sont les amis. Ah bah tu me touches beaucoup. Quand on ne fréquente que des agents doubles comme toi, on s'y connaît en matière de loyauté. Justement, j'ai un de mes vieux potes de l'époque où j'étais au renseignement militaire, eh bien, il a dégoté des infos pour toi, et ça va pas te plaire. Ah bon? Me plaire encore moins que ce que je sais déjà? À toi de juger. Des bordels de légion étrangère, il n'y en a pas qu'à Calvi. Donc, celui de Calvi est connu de la hiérarchie? C'est pas l'initiative personnelle d'un officier zélé? Parce qu'il y a aussi Corté, Bonifacio, et parce qu'on ne peut quand même pas tout mettre sur le dos des Corses. Il y a également Orange sur le continent. Orange? Ascendante d'ici? Ils sont tellement connus de la hiérarchie qu'en janvier, le ministre de la Défense a commandé un rapport au général Thénose. Devine sur quoi le rapport? Eh ben, ne me fais pas languir. Sur la Légion étrangère. Officiellement, hein. Parce que la vraie question, c'est précisément le maintien des BMC. Je souligne que Michel Thénose, c'est l'ancien chef de l'état-major particulier du président Pompidou. Tu vois comment on prend la question au sérieux au ministère de la Défense? En janvier, tu dis? Juste quand Noël est venu témoigner? Coïncidence. Qui pourrait le dire? Toi? Faut pas exagérer, mon petit vieux. J'ai mes sources, mais je ne suis quand même pas dans le secret des dieux. Et ce rapport, il a été rendu? Avec une réponse clairement positive. Oui, il faut conserver les bordels militaires pour l'équilibre psychologique des légionnaires et aussi pour le maintien de l'ordre public. Surtout en Corse, je présume. Ils détestent voir des légionnaires tourner autour de leurs femmes, les Corses. Et ils ont la gâchette facile. En plus, depuis la fusillade d'Aléria, on préfère ne pas aller trop les chatouiller. Conclusion, on vit dans le meilleur des mondes et on ne change rien à un système qui donne satisfaction depuis Mathusalem. Il faut pas exagérer. Le général Thénose recommande de prendre quelques précautions. Selon lui, il serait souhaitable d'entretenir une certaine fiction sur le statut réel des BMC. Bah tiens. Et d'affirmer la liberté de ses employés. Parce qu'il s'imagine que l'armée ne peut pas être inquiétée si les filles sont consentantes? Un officier général est-il aussi ignorant de la loi de son pays? Il pense aussi que ce serait bien de trouver à ces établissements un nom plus anodin. Club ou cantine. Ouais, ben on n'a pas attendu ces recommandations à Calvi. Le guerrier se repose, devine où? Au foyer culturel. Marseille, bureau du palais de justice, février 1977. J'ai jamais entendu une chose pareille. Entre un truand qui tue des gamins en leur filant de l'héroïne et des officiers de l'armée française qui emprisonnent de malheureuses filles pour les baiser jusqu'à l'os, je sais pas qui est le plus coupable. On les convoque? Les militaires? Oui. Non, pas encore. On va commencer par aller perquisitionner chez eux et puis les laisser mijoter un moment. Attendez, vous voulez faire une perquisition au camp Rafali? Sur un terrain militaire? Je suis très curieux de voir ce fameux registre, avec les passes de Nono et ses copines. Et puis faites venir tante Janine. Là aussi, je suis impatient d'entendre ce qu'elle a à nous dire, celle-là. Et Noël Serre, elle est en sécurité, vous croyez? Parce que d'accord, Marchetti est à l'ombre, mais ses amis... Non, elle est plus en sécurité depuis longtemps, la pauvre. C'est bien pour ça qu'elle a décidé de tout déballer. Ils l'ont déjà violée, passée à tabac pendant des jours et des jours. La prochaine fois, ils se contenteront pas d'essayer de l'adresser. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Les perquisitions du juge Michel à Calvi vont se révéler terriblement décevantes. Impossible de mettre en cause un militaire au-dessus du grade d'adjudant-chef. Manifestement, on lui met des bâtons dans les roues.
Et cela vient d'en haut, de très haut, du sommet de l'État. Quant à tante Janine, elle est stupéfaite de se retrouver dans le bureau du juge. Reprenons. Vous vous nommez Pauline Orsini, veuve Delbar, dite tante Janine. Et vous ne comprenez pas pour quelle raison je vous ai convoqué. Non, monsieur le juge, je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. Vous pouvez relire la fin de la déposition de Madame Delbar, mademoiselle? Mes filles sont propres, saines, bien tenues. Elles passent la visite médicale chaque semaine. Il n'y a jamais le moindre problème. Je travaille pour l'armée française depuis 30 ans. Actuellement, j'ai le titre de conseillère culturelle. Conseillère culturelle de la Légion étrangère. Vous voyez bien, monsieur le juge, que mon activité est parfaitement légale. Madame, si vous êtes d'accord avec vos déclarations, je vous demanderai de bien vouloir signer avant de sortir. Mais bien sûr, je vais signer. Voilà. J'ai honte de rien, vous savez. Au revoir, Madame Delbar. Au revoir, monsieur le juge. La veuve corse dans toute sa dignité. Noire, sévère. Elle me fait presque pitié. L'armée française, c'est l'État, c'est la République. Elle sert la République, elle en est fière. Depuis 30 ans qu'elle suit la Légion avec son bordel, elle a fini par croire qu'il était, disons, officieusement d'utilité publique. Évidemment, elle n'est qu'un pion, cette femme. Et ce n'est pas le pion qu'il me faut, c'est le cavalier. Le parachutiste, en l'occurrence. Alors on le convoque, le colonel Philippe Hérulin? Et comment? Puisque le responsable de tout ce joli monde, le chef de corps du 2e régiment étranger de parachutistes, n'est jamais là quand la justice se transporte au camp, c'est lui qui va venir ici. Il n'aura pas le choix. Et pour faire bonne mesure, je vais également convoquer le médecin de ces dames, si attentif à leur santé, le médecin commandant Jean-Noël Ferret. Une vraie anguille, lui aussi. J'espère qu'il ne va pas en plus se prendre pour une carpe. Parce qu'il en a des choses à dire, le toubib. Plus que ce malheureux infirmier qu'on nous colle toujours dans les pattes. Ces deux-là, ils auront intérêt à l'ouvrir une fois dans mon bureau. Selon l'article 334 du Code pénal, sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement de 3 à 6 ans celui ou celle qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui. Contrairement à ce que croit le général Thénose, voilà qui concerne tous les responsables des régiments abritant un BMC, à commencer par le colonel Philippe Hérulin. Pierre Michel vient de convoquer ce dernier quand le vice-président du tribunal de Marseille demande à voir de toute urgence le jeune juge d'instruction. Michel, je voulais vous parler de cette affaire Marchetti. Oui, monsieur le vice-président, ça avance. Ça avance même très bien. Nous allons vers des inculpations. Mais justement, oui. Vous êtes jeune, mon petit Michel. Vous avez été nommé juge d'instruction il y a combien de temps déjà? 2 ans. Et puis vous n'avez pas fait l'école de la magistrature, si je me souviens bien. En effet, j'enseignais les sciences. Aussi est-il bien naturel que vous ne connaissiez pas encore tout à fait nos usages. Nos usages? Nos usages, oui. Et voyez-vous, Michel, lorsque l'on convoque une personnalité, il est d'usage de le lui faire savoir par une lettre manuscrite ou, à la rigueur, un petit coup de fil, par politesse. Je ne vous suis pas... Je n'ai aucun souvenir d'avoir convoqué une personnalité. Le colonel Hérulin, vous l'avez bien convoqué dans le cadre de cette malheureuse affaire. Je me trompe pas. J'ai en effet convoqué le responsable de ce camp qui, au vu et au su de tous, abrite une maison d'abattage. Et ceci dans le mépris le plus absolu d'une loi votée depuis déjà plus de 30 ans, un individu qui est donc passible d'une inculpation pour proxénétisme. Par contre, j'ignorais qu'un simple colonel était considéré comme une personnalité. Entendons-nous bien, Michel. Il n'est pas question d'inculper pour proxénétisme un colonel de la Légion étrangère. Avec un bordel en plein milieu de son camp? Il ne peut pas jouer les naïfs. Marchetti et compagnie ont été arrêtés en dehors du camp. Vous voyez bien que le colonel Hérulin n'a rien à voir avec cette histoire. Et puis imaginez un peu, l'héritier d'une dynastie de héros des 2 dernières guerres, assis au banc des accusés, côte à côte avec une mère maquerelle. Ce serait du joli. La presse s'en donnera à cœur joie. Déjà qu'avec le camp du Larzac, l'armée est la cible de toutes ces attaques. Mais, monsieur le vice-président... Restons-en là, voulez-vous? De toute façon, le parquet ne vous délivrera pas le supplétif pour l'inculpation. Et quand bien même, la chancellerie refusera les poursuites. La chancellerie est déjà au courant? Je vous raccompagne, mon petit Michel. Vous savez, tout le monde ici est très impressionné par le travail que vous accomplissez depuis votre nomination. Merci, mais je ne fais que mon métier.
Il y a longtemps que personne n'avait eu autant de succès que vous dans ce combat inégal que nous livrons contre le crime organisé. Quelle énergie, quelle détermination. Vous avez une belle carrière devant vous, vous savez, une très belle carrière. On vous confie déjà les plus grandes affaires. Et j'en suis conscient, monsieur le vice-président. Un abandon d'inculpation, voilà qui risque de faire une ombre fâcheuse dans votre dossier. Parce que c'est ce qui arrivera, hein, si vous persistez à poursuivre ce malheureux colonel. L'inculpation sera abandonnée. Alors qu'en dites-vous? Le jeu en vaut-il la chandelle? Marseille, parking souterrain, février 1977. Il m'a fait venir dans son bureau pour me menacer. T'y crois, toi? Le vice-président du tribunal de Marseille? On n'est pas censé être du côté de la justice, tous les deux. Quel naïf tu fais, Pierre. L'armée et la justice, ils se tiennent tous les coudes. Quand je pense que la Légion est allée pleurnicher dans le giron du garde des Sceaux, et voilà, hein, pas question qu'un petit juge s'avise d'attenter à l'honneur de l'armée. Tu t'attaques à un trop gros poisson, fais gaffe. D'après mon ancien pote, l'armée n'a pas l'intention de te laisser éclabousser la haute hiérarchie. Elle te brisera. La haute hiérarchie? J'ai juste impliqué un colonel. Oui, mais le rapport Ténose, il a été rendu au chef d'état-major des armées. Alors lui aussi, tu peux l'accuser de complicité de proxénétisme, si ça te chante. Mais j'en avais pas l'intention. Tu crois qu'ils vont prendre le risque? Tes narcotrafiquants, c'est des enfants de cœur à côté de nous autres. L'armée, quand on la menace, elle réplique. Alors t'es toujours en activité, si je comprends bien. Écoute-moi bien. À un certain moment, il faut savoir renoncer. C'est ça qui importe pour toi, aujourd'hui. Toi aussi tu me menaces? Mais tu sais quoi? Ils vont pas s'en tirer comme ça, mes légionnaires. Pas question. Je peux pas les inculper, d'accord, mais je peux toujours les secouer un peu. Pierre, tu n'arriveras à rien. C'est un déchirement pour le juge Michel, mais il choisit finalement de faire passer en premier le combat entrepris de longue date contre le trafic de drogue. Il convoquera le colonel Hérulin en tant que simple témoin et non pour l'inculper. Un choix difficile qui pèsera sur sa conscience jusqu'à sa mort. La frilosité de sa hiérarchie le pousse à répudier son premier syndicat pour adhérer au syndicat de la magistrature, situé très à gauche. C'est un virage à 180 degrés pour un homme issu de la bourgeoisie traditionnelle, qui dans sa prime jeunesse a milité pour l'OAS, un engagement sanctionné par plusieurs mois de prison. Sans l'amnistie qui a effacé son casier, jamais il n'aurait pu devenir magistrat. Un magistrat qui, ce 18 février 1977, voit entrer dans son bureau deux individus furtifs, mal à l'aise dans leurs vêtements civils. Il s'agit du colonel Philippe Hérulin et du médecin commandant Jean-Noël Ferret. Alors, je vous la relis. Concernant les unités recrutées en dehors de la métropole, comme c'est le cas aujourd'hui de la Légion étrangère, les faits en question ont toujours existé au sein de l'armée et les pouvoirs publics n'ont jamais rien trouvé à y redire. La population locale, tout comme ses représentants, approuve un système qui garantit sa tranquillité et la paix de la cité. Il faut assurer la sécurité des jeunes filles de l'île, signé colonel Philippe Hérulin. Sous-entendu, les légionnaires ne viennent pas tourner autour de leurs filles, ce qui mettrait le feu aux poudres, surtout dans la situation actuelle. Le toupet de ces gens-là. Réclamer d'être inculpé parce qu'un justiciable ne peut pas être entendu comme témoin dès lors que des charges graves pèsent sur lui. J'étais bien renseigné sur le code pénal. Ils savaient que je n'allais pas les inculper. Quelle arrogance. Évidemment, ils ont été briefés avant de venir. Ah bravo, je sais pas si la France est bien défendue par son armée, mais l'armée, elle, défend ses troupes quand c'est nécessaire. Elle leur a fourni des conseillers juridiques, tout ce qu'il y a de plus efficace. Mais au moins, ils vont déposer comme témoins au procès. Ça va marquer les esprits. Exact. Et ils devraient faire leur petit effet. Et c'est exactement ce que le vice-président voulait éviter. Un colonel de la Légion étrangère, assis côte à côte avec une mère maquerelle. Non mais vous n'y pensez pas, mon petit Michel. Vous savez, mademoiselle, moi, ce qui me met le plus en rogne, c'est que ces gens-là, ils sortent des meilleures familles, ils ont été scouts, ils vont à la messe le dimanche, ils sont intransigeants sur la morale, et ils se fichent complètement du sort de ces pauvres filles que le milieu leur livre pieds et poings liés. C'est ça l'honneur d'un colonel, vous croyez? Mais monsieur le juge, ce sont des femmes de mauvaise vie, alors elles ont mérité ce qui leur arrive. Je crois que vous avez bien résumé la situation, mademoiselle. Ces filles, tout le monde s'en fout. À un moment où l'antimilitarisme est rendu plus virulent que jamais par le projet d'extension du camp du Larzac,
L'armée s'est persuadée que toute l'affaire Marchetti a été instrumentalisée pour lui faire du tort. Cela, quand nombre de politiques réclament la suppression d'une légion étrangère qui semble avoir perdu toute utilité. Cependant, malgré tous les bâtons mis dans les roues du juge Michel, le procès finit par s'ouvrir le 16 mars 1978, soit un an après l'instruction. C'est aussi le jour du naufrage de la Moco Cadiz et de l'enlèvement d'Aldo Moro, 2 événements qui vont tirer à eux toute la couverture médiatique. Une dizaine de proxénètes sont mis en cause, dont Jean-François Marchetti et Pauline Delbar. Animé par le président Ducos qui a le sens du spectacle, le procès tourne vite à la farce à la Pagnole et avec la sang, s'il vous plaît. Les accusés jouent leur rôle avec complaisance, secouant la salle de rires complices. À la lumière de ces débats, prostitution et proxénétisme prennent les couleurs nostalgiques d'un film d'avant-guerre. Marchetti est condamné à plusieurs années de prison, Pauline Delbar à 6 mois avec sursis. La montagne a accouché d'une souris. Marseille, bureau du palais de justice, mars 1978. Je savais bien que j'avais raison de m'inquiéter pour cette pauvre Noël. On a déjà vu des témoins abattus à la veille d'un procès. Il a vraiment le mot pour rire, le président Ducos. À la place de Noël Serre, peut-être que je ne serais pas venu déposer non plus. Il y avait clairement un problème de sécurité et nous n'avons pas les moyens de protéger les témoins comme aux USA, où on les descend aussi d'ailleurs. Moi, ce qui me reste en travers de la gorge, c'est l'absence d'Hérulin et de Ferret. Et les raisons de cette absence ? Le régiment est d'alerte pour 3 jours. Les 3 jours du procès, comme par hasard. C'est drôle, non ? Quelle coïncidence. Cela ne vaut que pour le colonel, parce que les médecins ne sont pas d'alerte. Par contre, ils peuvent être malades. Et notre médecin de la Légion, pas de peau, il est malade. Sans doute au lit, avec une vessie de glace sur la tête. Et pendant toute la durée du procès, lui aussi, on nous prend vraiment pour des abrutis. Et je pèse mes mots. Mademoiselle, je préfère vous prévenir, je suis fou de rage. Alors ne vous étonnez pas si je ne suis pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. Va falloir attendre un petit peu que la vapeur retombe. J'avais remarqué, monsieur le juge. C'est dingue quand même, c'est toujours les mêmes qui s'en sortent, il y a de quoi désespérer. On n'a pas le droit de désespérer, mademoiselle. Sinon, autant changer de métier. Les proxénètes officiers supérieurs dans l'armée française, c'était un trop gros gibier pour vous et moi. Il y a plein de trafiquants d'héroïne qui n'attendent que nous. Et avec cela, on a nos chances. Je vous le promets. Eux, on les aura. Curieusement, si le 2e rep était d'alerte le 16 mars, il n'en est pas de même le 18 mai suivant. C'est pourtant le régiment de Calvi qui est ce jour-là envoyé sauter sur Colvézi, à la place du 8e RPIMA. La décision de mettre la Légion en valeur vient de très haut, du sommet de l'État. Cette opération humanitaire, qui avait surtout pour but d'évincer les Belges d'une région riche en uranium, est un énorme succès médiatique. Le colonel Hérulin revient en héros. Plus question de l'associer au pouf de Calvi. Il devient une icône grâce au film de propagande « La Légion saute sur Colvézi ». Si pendant ce temps les BMC de métropole disparaissent discrètement, il faut attendre 1995 pour que le colonel Alexandre Lalanne Berdoutic décide de fermer le dernier BMC de la Légion, à Kourou en Guyane. Une plainte pour concurrence déloyale a été déposée par un proxénète local, une plainte qu'il n'est manifestement pas possible d'ignorer aussi facilement que les accusations de Noël Serre en leur temps. 1995. L'armée a mis un demi-siècle pour se mettre en règle avec la loi. Quant à Noël Serre, personne ne semble avoir de ses nouvelles depuis 1978. C'était Le juge, la putain et le légionnaire de Caroline de Kergariou, avec le juge Michel, Fabrice Pierre, la greffière, Marie-Odile Weiss, Noël, Garance Clavel, le vice-président du tribunal, Jean-Luc Porraz, l'informateur, Christophe Raymond, tante Janine, Joanna Nizar. Narration, Laurent Cléry. Et les voix de Pauline Ziadé, Étienne Launay, Sidonie Laurence et Bertrand de Roffignac. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Pascal II. Ils auraient, dit-on, alimenté en prostituée un prétendu centre culturel
rattaché au 2e régiment étranger de parachutistes stationné à Corté. C'est l'arrestation, le 15 novembre dernier, à l'Île-sur-Sorgue, en Vaucluse, d'un proxénète notoire, Jean Marchetti, et qui a permis aux policiers de découvrir progressivement les ramifications de ce réseau. Pour l'instant, l'instruction se poursuit et il se pourrait que dans les jours à venir, de nouveaux développements soient attendus. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le juge, la putain et le légionnaire. Notre invité, le journaliste Alex Panzani. Bonjour Alex Panzani. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste et ami de Pierre Michel. Journaliste à Marseille depuis 1975, vous avez travaillé comme grand reporter au quotidien Le Provençal, chargé des affaires judiciaires et comme chef de bureau pour la ville de Marseille pour TF1. Vous êtes l'un des derniers à avoir vu le juge Michel avant son assassinat en 1981, on en reparlera. Votre dernier ouvrage, La tuerie d'Auriol, a été réédité chez J'ai lu en 2016, donc l'an dernier. Le juge Michel, parlez-moi un peu de l'homme avant qu'on parle du juge, puisque vous le connaissiez si bien. Bien, c'était un juge qui est arrivé, qui d'ailleurs n'est pas passé par l'école de la magistrature, il faut le savoir. Ce qu'on appelait un article 22. Il était d'abord prof, puis il était licencié en droit, bien sûr, il était docteur en droit, et il a intégré la magistrature par ce biais. Donc, au départ, il ne se destine pas à la magistrature, forcément, il cherche à voir, il prend goût, je dirais, il trouve sa vocation en devenant auditeur de justice au palais de justice de Marseille. C'est à ce moment-là que je commence à le connaître, c'est-à-dire qu'il est un magistrat stagiaire en quelque sorte, qui fait le tour des cabinets d'instruction et qui va d'ailleurs, à ce propos, découvrir toute la réalité du trafic de la drogue, de la French Connection, notamment auprès d'un magistrat célèbre à Marseille qui l'a en charge et qui s'appelle le juge Sorel. Le juge Pierre Michel, c'est donc quelqu'un au départ de très très discret, un homme de l'Est, de la France, qui arrive avec bien élevé, qui se comporte avec les gens de façon très polie, qui n'a pas du tout l'image de cow-boy qu'après on va lui donner ou on va lui attribué, mais qui est quelqu'un qui s'intéresse aux gens. Ouais. Alors je rappelle à ce propos que l'émission Affaires sensibles avait consacré un numéro à l'assassinat du juge et que vous pouvez en complément de cette fiction réécouter cette émission sur podcast. Alors on revient avec vous on a vu l'homme, le juge maintenant, c'était un incorruptible, un mégalomane, ou les deux à la fois? Je dis ça parce que beaucoup de choses ont été dites sur lui. Un incorruptible sans aucune... C'est certain, c'est tout à fait certain. C'est quelqu'un qui... D'ailleurs, je pense que même on n'a jamais vraiment essayé de le corrompre. On l'a menacé, mais on n'a vraiment jamais essayé de le corrompre parce que quand on voyait le personnage, on n'était pas tenté par ça. Après, un mégalomane, c'est quelqu'un qui a fait son job, comme il disait. Il disait, moi je fais mon métier. Mon métier, c'est de faire passer la justice. Mon métier, c'est de neutraliser, notamment dans les affaires de drogue, les trafiquants de drogue, dont on voit les dégâts qu'ils font. Et je le fais avec mes moyens et en utilisant tous mes moyens. Alors, c'était pas un croisé comme on le croit, mais c'était quelqu'un d'extrêmement tenace et qui après est effectivement devenu un chasseur de criminels. Mais est-ce qu'il avait conscience de la dimension personnelle qu'il avait dans le milieu judiciaire français, qu'il y avait autour de lui toute cette histoire? Il y a un récit, y compris de son vivant, du juge Michel, comme il y a eu pour le juge Renaud. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il a lui-même, il m'a souvent parlé de l'affaire du juge Renaud, puisque il l'a vécu en tant que magistrat. Le juge Renaud a été assassiné avant lui. Et bien sûr, il avait ressenti ça comme une atteinte épouvantable contre l'ordre judiciaire, et je pense qu'il s'est dit que ça pouvait lui arriver aussi, c'est évident. Donc, c'est quelqu'un qui s'est engagé à fond, vraiment à fond. Ça, c'est tout à fait sa culture, sa mentalité. C'est quelqu'un de rigoureux et qu'on ne faisait pas reculer.
Alors, vous étiez son ami, vous a-t-il parlé de l'affaire que nous avons traitée dans la fiction, cette histoire de prostitution et de bordel militaire en Corse? Est-ce qu'il en parlait beaucoup? Est-ce que c'était important pour lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il en a parlé à un certain moment. Il faut dire qu'après, il a été pris par d'autres affaires et par un autre rôle qui était celui de combattre vraiment à fond la French Connection, et que là, il était vraiment en première ligne. Mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, cette affaire du pouf de Calvi. Parce que il en était très amer. Pourquoi? Là, vraiment, parce que là, il s'est heurté à la hiérarchie, tout simplement. Il a compris, ça se passe dans les années, je pense, 76, c'est oui, ça. Exactement. Il est tout jeune magistrat. Il a été nommé magistrat 2 ans auparavant. Il croit encore à un certain nombre de choses. Il a bien sûr un idéal. Il le gardera toujours, de faire passer la justice quoi qu'il en coûte. Mais là, il va s'apercevoir que l'ennemi n'est pas forcément le délinquant qu'il a en face, mais qu'il peut être aussi dans la maison de la justice. Et là, il va se heurter à la hiérarchie judiciaire qui va s'opposer à ce qu'il aille plus loin et à ce qu'il mette en difficulté l'institution militaire. Et là, il va subir des pressions et même des menaces pour sa carrière, c'est évident. Et là, il va en garder une amertume profonde. Et souvent même, il m'a dit j'aurais dû démissionner. Quand on est confronté à ça, on doit démissionner. Et il s'en voulait de ne pas l'avoir fait, tout en se disant que ça n'aurait pas été réaliste. Son idéal de justice est mis à mal par la justice elle-même, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Là, ça va provoquer chez lui un immense moment de doute. C'est pour ça que cette affaire dans sa tête est importante dans sa vie. Puis il va quand même passer là-dessus quand il va se retrouver plongé dans le bain de la lutte contre les trafiquants de la French Connection. Alex Panzani, on va se retrouver dans la fiction que nous venons de consacrer au juge Michel. Il y a cette affaire de Lupanar en Corse, la Lupanar militaire. Nous le voyons complètement surpris lorsque Noël, la prostituée, lui révèle le réseau et la façon dont ça se passait avec notamment la mère souteneuse, Madame Janine, surnommée Tante Janine, en fait c'est une tante, pas une mère. Le nom aussi de cette maison de passe, le foyer culturel. D'ailleurs, Madame Janine se disait conseillère culturelle. Enfin, il y a quelque chose de parfaitement indécent. Comment il a réagi par rapport à ça? Non. Lui découvre ça. Il découvre. En plus, il faut savoir que Pierre Michel, au départ, était quelqu'un qui était au syndicat de la magie, qui est passé au syndicat de la magistrature, un syndicat de gauche, mais qui avait au départ une culture de droite. La Légion, c'était quelque chose, quand même, une institution à laquelle on ne touche pas, une institution sacrée. Donc il découvre avec horreur cette affaire, ce qui remet en cause certaines certitudes chez lui, mais surtout, il comprend que il découvre aussi un milieu qu'il ne connaît pas tout à fait quand même, c'est celui de la prostitution et du proxénétisme, d'ailleurs en dehors de l'affaire du pouf de Calvi. Donc il est d'abord totalement surpris, puis bien sûr indigné, puis il va prendre bien sûr le taureau par les cornes pour essayer d'aller jusqu'au bout et pour faire en sorte que la justice se passe et que justice soit rendue à cette fille. Et là, il va découvrir que c'est pas si facile que ça. Alors, et c'est même totalement indécent, notamment quand on explique benoîtement que cette existence de maisons closes au sein de l'armée et de ces camps de la Légion installés en Corse, oui, ça préservait les filles du coin, on laissait les bordels exister. Et alors, pour la défense, le maître Jean-Louis Pelletier se fait un plaisir de lire au procès la déclaration plaidoirie du maire de Calvi. Exactement, ça dit ça, l'existence à l'intérieur du casernement du 2e REP à Calvi d'un bordel militaire de campagne est utile et contribue au maintien des bonnes mœurs dans la ville. Et Pelletier, dans son livre, commente, il dit tant mieux pour les bonnes mœurs, tant pis pour les filles. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est un des arguments que va lui ressortir la hiérarchie. Et c'est même ce que vont dire d'autres magistrats qui suivent cette affaire un peu de loin. Les vieux magistrats de Marseille vont vous expliquer que, par exemple, il y avait, c'est quelque chose
traditionnel dans l'armée française. Il y avait ce qu'on appelait les BMC, les bordels militaires de campagne, et qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Et donc que ce combat est un combat vain et que c'est pas la peine de faire des vagues pour cette affaire. Donc il va être aussi indigné de la réaction de beaucoup de ses collègues. Alors revenons au juge Michel, puisque on a compris qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que la hiérarchie militaire a fait pression sur la justice. Donc ça, c'est l'un des nombreux graves problèmes de la démocratie. Ici, comme dans la raison d'État. Voilà, ici c'était la raison d'État. Bien sûr, ici comme dans d'autres démocraties. Mais revenons au juge Michel sur la lutte contre la mafia de la drogue, cette lutte acharnée contre les narcotrafiquants, avec des méthodes quand même particulières. Par exemple, il n'hésite pas à placer en détention les compagnes de certains trafiquants, estimant qu'elles sont les maillons de la chaîne. Il était réputé pour être dur, sans état d'âme. Est-ce qu'il était réellement comme ça, ou est-ce que c'était sa conscience professionnelle d'un côté, puis sa conscience d'homme privé? Comment les deux se mariaient finalement? Je pense que c'est d'abord une question d'efficacité. Il faut savoir ce qu'était la French Connection. Quand on se heurte à une criminalité organisée à ce niveau, parce que c'était vraiment une criminalité mafieuse organisée vraiment, on peut pas faire de sentiments. Or, il apparaissait dans toutes les affaires de la French Connection que les femmes de ces voyous, de ces parrains, de ces caïds jouaient un grand rôle, parce que toutes les affaires étaient à leur nom, parce que il fallait donc frapper à la caisse. Pour neutraliser les réseaux, il fallait d'abord aussi neutraliser ces femmes-là, faire en sorte qu'elles soient poursuivies par la justice. En plus, c'est certain, il va s'en servir comme moyen de pression sur certains voyous. Par exemple, certains voyous sont en cavale. Les épouses vont se retrouver au trou. Elles sont pas innocentes, hein. Il faut aussi le dire clairement. Elles participent au réseau. Il dit, si j'avais utilisé des moyens traditionnels, si je n'avais pas fait ça, jamais on ne serait arrivé à bout de ces réseaux. Ceci dit, pour répondre à votre question sur son côté conscience, sentiment, il est arrivé que certaines femmes, par exemple, parce que c'est pas le cas il faut pas généraliser. Il y avait des femmes de caïds qui étaient ou de gangsters ou de passeurs qui étaient des victimes. Oui. Il n'a jamais sévi contre elles. Il n'a toujours ciblé que des gens, que des femmes qui jouaient un certain rôle dans les réseaux et qui avaient une responsabilité écrasante. En clair, il a fait preuve de discernement, quoi. Il a fait preuve de discernement. Et il mettait, c'était une stricte égalité homme-femme. Votre ami Pierre Michel a été assassiné à 38 ans. Qui l'a tué? Alors, des gens ont été jugés, condamnés. Il est clair que les deux exécutants, les deux tueurs, qui ont été condamnés, il n'y a pas d'erreur judiciaire. D'ailleurs, ils ont reconnu les faits. Ils avaient reconnu les faits. Ils ont été confondus par d'autres déclarations, d'autres témoignages. De ce point de vue, aucun problème. Les commanditaires. Oui, quand vous dit qui a tué, on peut passer aussi aux commanditaires, évidemment. Oui. Voilà. On a deux commanditaires qui sont identifiés et condamnés aussi. L'un par contumace, l'autre qui est en prison, je crois encore, Francis Gérard. Il est clair aussi que un lourd faisceau de présomption les accable, et notamment des déclarations d'autres de repentis, de leurs complices, enfin un certain nombre de choses, fait qu'ils sont accablés par le dossier. Ceci dit, bien sûr, dans ce genre d'affaires, on n'a pas de preuves matérielles. On n'a pas un appel téléphonique, on n'a pas un ordre écrit, mais encore moins, bien sûr, de tuer le juge. Mais dans toutes les affaires du milieu,
on retrouve ça. Ce qu'on peut regretter par rapport aux commanditaires, c'est que le repenti qui les accable et qui s'appelait Scapula, qui a bénéficié d'un programme de protection de témoins aux États-Unis avec les services américains, n'ait pas été confronté directement lors de son procès à ces gens-là. Ça aurait permis quand même de boucler le dossier. Mais ça faisait partie, je pense, de l'accord qu'avaient passé les enquêteurs et puis et surtout le fait que les services américains n'aiment pas se prêter à ça, quoi. Donc, il est clair que les commanditaires qui sont condamnés, en ce qui me concerne, c'est une intime conviction qui ne concerne que moi, il n'y a pas d'erreur judiciaire. Justice est faite, quoi, pour votre avis? Pas tout à fait, quand même, je pense. Pas tout à fait, parce que il reste beaucoup de hommes d'ombre. Les gens qui ont été condamnés pour avoir ordonné la mort du juge Michel, si on regarde bien, sont des gens qui sont dans la hiérarchie, dans la structure, dans la hiérarchie de la French Connection, des gens à un rang assez élevé, mais ce sont des intermédiaires. Ce sont pas les parrains du milieu marseillais. Ce sont des caïds, c'est vrai, mais ce sont pas les parrains du milieu marseillais. Or, moi, je dis que l'assassinat de Pierre Michel a été commandité à un plus haut niveau. En tout cas, a bénéficié de l'accord d'un certain nombre de gens au plus haut niveau. Et donc, ces gens-là, eux, ont d'une certaine façon échappé à la justice de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Alex Panzani. Oui. Merci, au revoir. Merci. Et puis, merci à France Bleu à Marseille, les studios de France Bleu, que nous remercions pour leur accueil. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le juge, la putain